Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Lumière intérieure. Nous accueillons un grand reporter et écrivain, Liseron Boudoul. Bonjour Liseron. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir sur KTO. Vous êtes interdite dans plusieurs pays, mais sur KTO, on vous a réclamé. Merci beaucoup de m'accueillir. On est très honorés de vous recevoir. Est-ce que vous voudriez d'abord vous présenter en quelques mots ? Alors professionnellement, je suis grand reporter de guerre, oui. Mais je ne couvre pas que les guerres, mais enfin ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que malheureusement je suis un peu partout dans le monde pour essayer de raconter les guerres, les conflits, les situations de crise. Pourquoi je fais ce métier ? Parce que j'estime qu'il faut aller justement là où les gens ont besoin de témoigner, oui. Et que de toute façon je sais très bien que je ne peux pas changer le monde, alors j'ai choisi de le raconter. Donc on a l'habitude de vous voir aux images avec un casque et un gilet pare-balles. Pas tout le temps, quelquefois j'ai aussi, vous savez, un petit voile noir dans certains pays où on l'exige. On vous voit aussi beaucoup avec un sac à dos et un voile, en effet, le micro à la main. En Afghanistan, c'est recommandé, en tout cas maintenant c'est obligatoire, de porter le voile islamique et même l'abaya, c'est-à-dire la robe, oui. Pour faire son métier. C'est pas gênant, je m'adapte au contexte. Mais voilà, il n'y a pas que le gilet pare-balles et le casque. Et quelquefois, ça se fait sans gilet pare-balles et sans casque aussi. Tout dépend des conditions. Quand on est, par exemple, journaliste clandestin dans un pays en guerre, ce qui est l'exercice le plus difficile dans notre métier, il faut se cacher. Il ne faut pas être visible tout de suite en tant que journaliste. Donc là, quelquefois, on s'adapte et on adopte la tenue d'un citoyen ou d'une citoyenne lambda. Et dans quel pays ceci vous est arrivé, par exemple ? En Syrie, ouais. Quand je suis passée en clandestine, donc à travers la frontière turque, quand le printemps arabe débutait. Ouais. Donc il fallait aller couvrir aussi le côté révolutionnaire. Il y avait le côté Bachar al-Assad avec un journaliste, un autre de mes collègues qui avait le visa du régime, mais il fallait aussi couvrir le côté révolution. Ouais. Donc il fallait passer clandestinement par la frontière turque. Et puis après, quand on arrivait, après un périple un peu compliqué, la nuit, en coupant les barbelés à travers la frontière turque, parce qu'il ne fallait pas se faire non plus... vous n'aviez pas de faux papiers, rien du tout ? Non, on y allait avec un guide, donc forcément lié au groupe de révolutionnaires, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque, qui nous accueillait. Et puis à l'intérieur de cette zone, qui était la zone frontalière, où il y avait beaucoup de manifestations anti-régime, il fallait se cacher. Donc on se cachait chez des familles qui nous accueillaient. On changeait de maison tous les soirs. Mais malgré tout, un jour, on a été repérés. Donc il a fallu partir en pleine nuit, vite récupérer nos quelques affaires et reprendre la voie de la montagne pour aller se cacher dans la montagne. Parce qu'il y avait beaucoup d'espions du régime qu'on appelait les Shabiha. Et comme ce n'était pas encore une zone totalement acquise aux révolutionnaires, on pouvait rencontrer quelqu'un qui allait vous dénoncer, par exemple. Voilà, ça raconte un peu cet exercice de reporter dans un pays en guerre, en mode clandestin. Et donc là, il faut s'habiller en incognito. En syrienne. Donc j'étais habillée, alors certes, j'avais une robe longue et un voile, mais j'étais habillée comme les syriennes que je croisais. Et vous avez caché vos cheveux blonds ? Alors ça aussi, oui, donc je mets toujours sous le bandeau, en fait, un autre bandeau qui me colle bien qui montre pas... les cheveux, parce que effectivement, des cheveux blonds dans ces pays-là, c'est pas anodin. C'est pas très fréquent, ouais. Et donc vous auriez été repéré et dénoncé, qu'est-ce qui se serait passé ? Une arrestation. Oui. Et puis après, on peut tout imaginer dans le régime de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad disait une caméra est plus dangereuse qu'une Kalachnikov. Ah oui. Ça veut tout dire. J'ai des amis qui m'ont aidé, des amis syriens qui m'ont aidé à travailler. Quand j'y allais, j'y suis allée 3 fois en clandestine, et qui ont été arrêtés par la suite et qui sont morts sous les tortures dans les geôles du régime. Voilà. C'est ça le quotidien aussi d'un reporter de guerre. Alors peut-être on croise des gens qui nous aident, mais qui prennent beaucoup de risques pour nous aider. Ouais. Et on a besoin d'eux sur le terrain. Et après, vous vivez avec ce souvenir. Et après, on vit avec ce souvenir qui est souvent lourd à porter. Et cette dette aussi. On ne revient jamais indemne de ce genre de reportage. On laisse une partie de soi, parce qu'on vit des moments très forts, intenses humainement. Ouais. Et puis moi, je reviens toujours avec une partie de ce que je vis. Et je le garde
je le garde en moi et je ne veux pas l'effacer. Ouais. Ça fait partie de moi. Et c'est comme ça que je vis ce métier et je ne changerai pas de méthode. Alors peut-être qu'on aurait envie de savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire un tel choix, un choix qui est quand même Alors extrêmement... c'est venu vraiment petit à petit, parce qu'au Oui. au début, le journalisme que je pratiquais, c'était plutôt du journalisme de ce qu'on appelle les informations générales, infogénie. Donc vous avez toujours été journaliste, c'était votre rêve? Oui, c'était... j'avais en fait 2 ambitions, ou journaliste ou diplomate, puis finalement j'ai choisi la voie du journalisme, qui m'a comblée, mais qui n'est pas une voie facile, parce qu'on sacrifie beaucoup de choses, en tout cas pour faire ce métier à fond, et dans le reportage à risque, il faut être volontaire, quoi. Ah bah oui. Voilà. Mais sinon, j'ai commencé par faire des procès, parce que j'aimais bien ce côté juge, la vie, l'ambiance des tribunaux. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de banlieues. Et je pense que c'est là que j'ai un peu appris, puisque j'ai couvert les grosses émeutes de 2005, j'ai un peu appris ce qu'était un contexte à risque. C'était pas la guerre, mais quelquefois ça y ressemblait. D'accord. En tout cas, dans certains moments très vifs, de colère intense. Et j'aimais aussi aller dans cette partie du monde qui était un peu délaissée et pas très aimée par les journalistes en règle générale. Et quand je partais pour aller en banlieue faire des reportages, je me disais, au-delà du périphérique, c'est un autre monde. Et j'y allais comme une découverte d'un autre monde. À l'aventure, un peu. Dans laquelle je devais me forcer à aller parler à des gens qui ne me voyaient pas forcément comme une bienvenue ou une amie. Et je trouve que ça a été très formateur. Et en même temps, j'ai découvert que dans ces banlieues, certes, il y avait des problèmes, mais il y avait aussi des personnes qui méritaient qu'on y aille, qui avaient besoin de témoigner. Et ça nécessitait tout un travail de compréhension, d'enquête sur le terrain, que je trouvais très, très important. Et petit à petit, on m'a dit, puisque tu as fait les banlieues, que tu t'en es sortie, j'étais peut-être la seule fille à l'époque à aimer travailler dans les banlieues, tu peux remplacer quelqu'un en Irak. Et du coup, j'ai remplacé quelqu'un qui... Ça a commencé en Irak? Oui. Ça, c'était en quelle année? Ça devait être autour des années 2005, à peu près. Et j'ai remplacé quelqu'un, et du coup, mes reportages ont été un peu remarqués. Et petit à petit, j'ai eu envie je me suis sentie bien dans ces contextes à risque, où vraiment il y avait la force de l'événement, l'histoire qui se déroule. Ça vous donne bien sûr beaucoup d'adrénaline, mais en même temps, vous avez l'impression que vous servez un peu à quelque chose. Donc j'ai eu vraiment envie de poursuivre. Et le printemps arabe est arrivé, 2011. Et là, je me suis retrouvée à couvrir les printemps arabes, en commençant par la Tunisie, l'Égypte, la Libye et la Syrie. Et depuis, ça continue. Oui, parce qu'hélas, le monde est un peu à feu et à sang. Malheureusement, on ne voit pas les conflits s'éteindre. On en voit se rallumer, et on voit des foyers potentiellement explosifs un peu partout dans le monde. Et il faut bien, justement, servir à quelque chose et raconter ce qui se passe, parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe, de connaître les contextes, de savoir pourquoi une guerre éclate, quels sont les tenants, les aboutissants. Donc c'est un peu ça que j'essaye de faire, essayer de donner de l'information et en même temps de rencontrer des personnes sur le terrain qui témoignent de leur vie, de leur vécu, et qui nous apprennent aussi à comprendre un événement. Alors justement, nous allons pouvoir regarder maintenant quelques images que vous nous avez apportées. On va faire ça tout de suite. Alors peut-être que vous aimeriez réagir à ces images en République démocratique du Congo? Oui, dans cette zone qui s'appelle le Kivu, qui est une région située complètement à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda, et où il y a un conflit qui dure depuis 30 ans maintenant, et qui fait des centaines de milliers de morts, et dont on ne parle que très peu. Parce que c'est une zone déjà difficilement accessible, où il faut beaucoup d'autorisation, et c'est une zone à risque parce qu'il y a à peu près une centaine de groupes armés différents qui sévissent et qui font un peu la loi. Donc ce qui explique que la couverture n'est vraiment pas totale dans le monde des journalistes. Et il y a très peu de journalistes qui y vont, et j'avais justement envie d'y aller parce qu'il fallait aller voir ce qui se passait, expliquer ce qui se passait, d'autant plus que
on sentait que la tension revenait il y a 1 an et demi, puisqu'une guerre a nouveau éclaté entre différents groupes armés. Donc j'ai mis du temps à organiser ce tournage, à obtenir des autorisations d'un côté comme de l'autre, mais en même temps sur place j'ai découvert des choses que j'imaginais pas si laides, avec bien sûr un conflit qui est lié à des tensions interethniques, mais aussi avec des actes de barbarie, comme on ne pense pas que ça peut encore exister en 2025, avec des règlements de compte, avec des familles qui sont tuées sans raison, dans des villages au loin, sans que personne ne réagisse. L'impunité est totale et on croise encore des personnes qui vous disent ma grand-mère a été fracassée cette nuit. On est venu dans le village, des hommes armés sont venus et ont entouré une famille avec des moustiquaires et les ont jetés dans une fosse commune et les ont recouverts. Et voilà, toute cette famille est morte. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment pourquoi. Parce que ces tensions-là existent depuis des années et aucun gouvernement, finalement, n'a réussi à trouver une solution pour apaiser cette région. Et c'était mon rôle d'y aller, de raconter ce qui se passe, même si les images étaient très dures. Oui, c'est vrai. Même si on coupe encore des corps à la machette là-bas, il faut le dire. Il faut le dire, c'est notre rôle de journaliste. En tout cas, c'est comme ça que je perçois mon métier et je le fais pour ça. Eh bien, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission où nous allons pouvoir vous connaître encore un peu mieux avec les mobiles qui vous font vivre ce métier extraordinaire et magnifique. Nous allons vous présenter des mots. 4 mots, et sur ces mots, vous allez réagir, vous allez m'avoir dans l'oreille, et vous allez être seul avec ces mots, et vous allez réagir et éclairer et commenter ces mots. D'accord. À tout de suite. Tout de suite. Je rappelle que nous sommes dans Lumière intérieure, et que nous avons l'honneur de recevoir Liseron Boudoul, grand reporter. Nous allons vous offrir comme premier mot un mot qui nous a fait penser à votre métier, mission. Mission. Effectivement, ce métier, c'est un peu une mission. C'est comme ça que je le vis, depuis le début d'ailleurs, puisque j'ai l'impression, en tout cas, que je dois accomplir quelque chose à travers ce métier. Donc c'est vraiment un peu ce qui ressort à travers ce terme mission. Et en plus, j'y vois un côté un peu psychologique, presque spirituel. Je crois très fort que je ne suis pas là par hasard et que ma mission, en tout cas c'est ce qu'un évêque m'avait dit, un évêque de ma chère Haute-Loire, m'avait dit « Liseron, vous avez une mission à travers votre métier, c'est la communion dans la communication ». Et depuis, je vis toujours mes expériences de reportage, mes différentes missions à l'étranger, dans des pays en guerre, dans des pays en crise, dans des situations où la détresse est extrême. Je vis toujours mes reportages et mon métier avec cette phrase, la communion dans la communication. Alors peut-être que c'est une phrase anodine pour beaucoup, qui ne veut rien dire, mais pour moi elle veut dire beaucoup, parce qu'elle veut dire qu'à travers mes reportages, en tout cas je l'espère, il passe cette profondeur que je ressens quand je découvre une situation, quand je parle à des personnes qui vivent des moments de guerre, donc très durs. Et dans chaque endroit où la situation est encore une fois une situation d'horreur, de détresse extrême, je trouve toujours un exemple d'humanité, une petite note d'humanité quelque part qui redonne espoir. Et je me dis que c'est aussi ça mon métier, de trouver le lien et d'essayer de faire en sorte que cet espoir, cette espérance passe à travers les reportages que je fais, même s'ils racontent l'horreur. Donc vous diriez que, au fond, ce qui vous attire, c'est de mettre les gens en communion les uns avec les autres, de mettre les grands souffrants de notre temps en communion avec les gens qui ont une vie plus normale ? Alors je ne sais pas si j'arrive à le faire, mais en tout cas, dans la façon de faire mon métier,
j'ai à cœur justement de transmettre quelque chose qui est au fond de moi, qui est ma foi, et en tout cas d'aller vers les autres sans jugement, sans a priori, sans être un procureur, et de parler à tout le monde, de couvrir les guerres souvent de plusieurs côtés, parce que je pense qu'il n'y a pas de noir et de blanc, et que chaque souffrance se respecte. Vous parlez dans votre livre du risque d'être manipulé quand on fait votre métier. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la vérité? Comment est-ce qu'on fait pour échapper à ce risque d'être manipulé? Alors, trouver la vérité, déjà, c'est un peu présomptueux. Je ne veux pas, en tout cas, me définir comme ça. J'essaye de raconter une réalité, de raconter des faits. Et à travers ces faits, essayer de trouver des voies pour expliquer. Parce que mon travail, c'est d'expliquer à un public assez large ce qui se passe dans une zone complexe. Et souvent à risque. Donc c'est d'abord ça mon métier. Alors est-ce que l'on peut être manipulé? Bien sûr, on peut tout le temps être manipulé quand on est journaliste, mais pas seulement dans le grand reportage de guerre, dans tous les autres domaines. Maintenant, il faut garder sa rigueur, il faut garder ce qu'on a appris dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut vérifier les sources le plus possible, et puis essayer de prendre du recul aussi par rapport à l'événement. Ne pas se laisser déborder par une émotion ou par des explications qu'on peut vous donner ici ou là avec une ambition d'aller vous mettre dans une certaine voie. Donc je tiens toujours à garder un peu ce recul, et puis l'expérience fait que on a bien sûr un background pour traiter un sujet, pour raconter une histoire dans un pays en guerre ou dans un pays en crise, et donc ça aide aussi beaucoup à ne pas être potentiellement manipulé. Vous dites qu'il faut ne pas se laisser submerger par ses émotions, et pourtant, d'ailleurs j'ai trouvé ça très touchant dans votre livre, on voit que votre cœur ne s'est pas du tout blindé, et on vous voit à plusieurs reprises pleurer devant des personnes en grande détresse, et on voit que votre cœur vraiment s'émeut pour la détresse. Effectivement, parce que je ne me change pas quand je pars en mission, donc je suis moi-même avec ma foi, encore une fois, avec ma sensibilité de femme et mon cœur. Donc quand je vis un moment très dur sur le terrain, j'essaye de ne pas être submergée par l'émotion, parce que je dois d'abord faire mon métier, et donc aller jusqu'au bout de mon interview ou de mon tournage. Mais c'est vrai que souvent, le soir, cette émotion ressort, et je l'accepte parce qu'elle fait partie de moi. Et on dit souvent un journaliste ne doit pas s'attacher. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est comme ça. Donc, qui dit attachement dit arrachement. Et je vis avec ça. On rentre rarement indemne d'une mission où on vit des moments très forts, humainement en tout cas, et où on voit la douleur, et où on sent la faiblesse des autres, l'impuissance dans les moments les pires de détresse humaine. Et forcément, ça me touche. Et je reste un être humain, même si je suis journaliste, avec un gilet pare-balles et un casque. Mais il faut garder sa nature. C'est peut-être ça qui ressort dans mes reportages. En tout cas, c'est ce que l'on me dit souvent. Alors, nous allons passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot, c'est danger. Danger. Alors oui, je vis le danger quand je pars dans certaines missions de guerre. Le danger, c'est pas quelque chose qui m'empêche de faire mon métier. Au contraire, j'ai presque l'impression que ça me dope un peu, parce que je me dis que même s'il y a le danger, je dois faire mon métier, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, il y a des situations qui ont besoin que les journalistes se rendent sur place dans des endroits à risque, parce qu'il faut témoigner, il faut raconter ce qui se passe, parce que sinon, des zones peuvent devenir des zones d'ombre, des zones noires, où on ne peut plus aller, où on ne sait plus ce qui se passe. C'est d'ailleurs le plus souvent le cas maintenant. On est souvent interdit de plus en plus dans des pays, et c'est un vrai problème. Mais voilà, le danger, il est là, le risque est là, la peur donc aussi.
La peur va avec le danger. Oui, d'ailleurs, c'est Maintenant, ça. Une chose qu'on avait envie de vous demander, c'est est-ce que vous n'avez jamais peur de rien? Parce qu'on vous voit avancer dans ce petit reportage qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un moment où on vous voit avancer dans une zone très, très dangereuse, où quelqu'un vous dit, ici, c'est très, très, très dangereux, et insiste, et on imagine que vous êtes derrière la voiture. Comment est-ce que vous réagissez là, à ce moment-là, quand on vous dit, c'est très, très dangereux ici? Comment Liseron Boudoul, dans son cœur, réagit? déjà, en général, quand je me rends dans un pays, je connais le terrain. Il y a beaucoup de travail en amont. On ne va pas comme ça dans un pays en guerre sans en connaître les bases, les différents groupes armés ou le contexte d'adversité sur le terrain. Donc je sais à peu près à quoi je vais m'attendre. Maintenant, il y a toujours l'impondérable. Et on n'est pas à l'abri d'un bombardement. Et encore une fois, les derniers exemples montrent que maintenant, les guerres de drones sont terribles parce qu'on peut être ciblé directement. Mais même quand la peur est là, parce que la peur est quelquefois bonne conseillère, elle est toujours là, il faut la dompter. Il faut la dompter pour qu'elle vous laisse faire votre métier. Et enfin, je parle avec une certaine humilité, mais j'ai réussi, avec l'expérience et avec les années, à dompter ma peur et à avancer, toujours pareil, avec une certaine attention au risque. Hein. Il ne s'agit pas d'être complètement fou sur un terrain et de faire n'importe quoi. Mais il faut la gérer, cette peur, pour pouvoir faire son travail. C'est peut-être une capacité que j'ai développée au fur et à mesure de la couverture de terrains de guerre. Donc c'est l'événement qui a provoqué que vous avez réussi à dompter votre peur. Vous avez des techniques? C'est l'événement qui a réussi, on va dire que c'est la couverture de différents événements qui m'a donné une certaine assurance, et donc à faire face au danger et surtout à maîtriser la peur qui est tout à fait normale et humaine. Maintenant, il y a bien sûr des techniques. On sait jusqu'à quel point on peut aller. À un moment donné, quand on sent que le danger est trop fort ou que le risque est vraiment là, stop. On se met une limite. Et là, vous pouvez faire demi-tour. Quand on peut. Ouais, mais justement, il faut le penser avant. Ce métier se pense avant. On ne va pas sur le terrain sans penser aux différents contextes dans lesquels on peut se retrouver. Mais bien sûr, c'est une guerre, et comme dans toutes les zones de guerre, on n'est jamais à l'abri d'un événement qui arrive et qui fait que vous vous retrouvez dans une situation encore plus complexe que celle que vous aviez imaginée avant de partir. D'ailleurs, vous avez failli mourir plusieurs fois. Oui, en tout cas en Syrie, on a frôlé la mort avec mon caméraman. À l'époque, justement, quand on était dans cet exercice de journaliste clandestin dans un pays en guerre, qui est encore une fois l'exercice le plus difficile dans notre métier, parce qu'il ne faut pas se faire prendre et en même temps, il faut couvrir le contexte de réalité de guerre qui est là. Et effectivement, on avait été repérés par les agents du régime au cœur de la guerre d'Alep, dans la vieille ville. Et en pleine nuit, on était hébergés dans une famille qui nous cachait pour la nuit. Tout à coup, 5 heures du matin, bombardement de la maison, tout a explosé autour de nous, les vitres, le plafond. Par chance, on n'a rien eu, mon caméraman et moi, et on a juste eu le temps de mettre nos chaussures, parce qu'on dort toujours habillé dans ces cas-là, quand on sait qu'il y a un risque qui est là. Et on est parti à travers les rues dans la vieille ville d'Alep, et en sortant, d'autres avions bombardaient. Je me rappelle d'une queue devant la boulangerie, puisque les gens vont très tôt chercher le pain le matin en Syrie, et la boulangerie a été bombardée, tout était en feu. Une maman m'a demandé de l'aide, et là je me suis dit, si je reste, je mets ma vie en danger. Qu'est-ce que je fais? J'ai continué à courir, je m'en suis voulu. J'ai souvent cette scène qui revient, mais là il fallait se sortir de ce contexte-là, quoi. Donc l'idée c'était de sortir le plus vite possible, et j'ai suivi mon guide qui était aussi mon chauffeur par des petites rues. On a réussi à sortir de là, alors qu'il y avait des hélicoptères qui nous ciblaient directement dans les traboules qu'on empruntait à travers les petites ruelles.
Donc là, oui, voilà, on a vraiment frôlé la mort. On s'en est sorti. J'ai aussi vécu des moments très durs à Mossoul, dans la guerre contre Daesh, en Libye, pendant le printemps arabe, pendant la guerre, puisqu'il y avait une vraie guerre entre les forces de l'OTAN et le régime de Tripoli, de Kadhafi. Voilà, ce sont des moments qui sont là, mais qui ne m'ont jamais fait dire « j'y retourne plus ». J'ai eu peur, j'ai frôlé la mort, j'y retourne plus. Au contraire, j'ai toujours envie de retourner. Le danger, la peur, finalement, ne m'ont jamais arrêté. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, c'est en moi. Mon envie, ma curiosité, mon envie de faire mon métier est plus forte que la peur. Et quand on part en mission guerre, quand on ferme la porte de son appartement, on se dit j'espère que je reviendrai. Mais il ne faut pas vivre avec cette angoisse-là, il faut dépasser ça pour faire son métier, qui est vraiment l'un des plus beaux métiers au monde, en tout cas pour moi. Pour vos proches, ça ne doit pas être rien non plus, de vous laisser faire ce métier, de vous laisser partir. Alors c'est vrai que la famille autour me dit toujours « fais attention à toi ». J'ai toujours ce message depuis des années, quand je pars, que je lis, que je relis, et bien sûr que je fais attention. Mais mes proches comprennent que j'aime ce métier, que c'est une passion pour moi. En tout cas, je le vis comme une passion. Et comme toute passion, je le vis pleinement. Et heureusement, mes proches le comprennent et l'acceptent. Est-ce que vous diriez que d'avoir tant vu la mort de près, vous avez encore peur de la mort, ou est-ce que de la voir si proche, on n'a finalement plus peur de mourir? C'est pas que j'ai plus peur de mourir, mais je suis croyante. Ma foi est en moi. Donc je pense que quand ce sera le moment, ce sera le moment. C'est aussi pour ça que je fais ce métier peut-être avec cette assurance. C'est pas moi qui vais décider du moment de ma mort, je pense. Et voilà, je pense que la foi, c'est la preuve de l'existence de ce qui ne se voit pas. Et donc, ce qu'on ressent à travers ces reportages, à travers ces missions dans des situations terribles, c'est plus fort que tout, et ça me fait peut-être penser la mort différemment. Et quand je vois, par exemple, des personnes dans des pays en guerre qui sont d'un courage admirable, je me dis que je ne dois pas penser à la mort, je dois penser à ces personnes-là qui se battent, qui nous donnent une leçon de vie. Et cette leçon de vie, je la porte en moi, plus que la peur de la mort. Alors, le troisième mot, c'est retour. Retour. Alors déjà, c'est simple pour moi. Retour, c'est retour de mission. Parce que l'idée, c'est que quand on part en mission, il faut revenir. Et dans ce métier-là de reporter de guerre, il faut toujours penser à ça. Parce que justement, ça vous force à analyser le danger avant, pendant et après, bien sûr. Et donc, forcément, j'ai toujours ce mot-là en moi. Et je vis toujours avec l'espoir que je vais revenir et que je vais faire un bon reportage et que je vais réussir à décrypter une situation, à l'expliquer à des personnes qui vont être devant leur téléviseur et qui vont peut-être apprendre quelque chose, ou en tout cas arriver à peut-être décrypter un contexte complexe sans forcément être là comme un juge, comme un procureur, mais en donnant seulement à voir. Et est-ce que quand on revient, on est traumatisé? Alors, personnellement, non. Je ne suis pas traumatisée. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas des émotions profondes pendant les tournages, pendant les missions et après les missions, parce que mon métier ne s'arrête pas juste à aller faire un reportage, c'est-à-dire prendre des images, faire des interviews, revenir et tout oublier. Non, je reviens toujours avec une partie de ce que j'ai vécu en moi, que je n'oublie pas, que je ne veux pas oublier,
et je laisse toujours un petit peu de moi aussi. Voilà, c'est comme ça que je veux vivre ce métier. Votre cœur est peuplé de toutes les rencontres que vous avez faites, de tous ces souffrants que vous avez croisés sur votre chemin. Oui, et je les ai en moi, et je ne veux pas vivre en oubliant ces moments très forts que je vis dans des missions, et ce depuis des années. Et comme je vous le disais, pour moi, s'attacher à ce que je vis, aux personnes que je rencontre, ça fait presque partie de mon métier. Cela ne veut pas dire que je dois en être esclave, mais cela veut dire que je dois avoir un certain respect pour toutes les personnes que je rencontre, et que après, leur expérience, ce qu'elles m'ont raconté, continue à vivre en moi. Et en règle générale, j'essaie toujours de garder le contact, quand c'est possible, avec les personnes que je rencontre. Et quand on part, d'ailleurs, on dit toujours « on reviendra ». En fait, on revient rarement. Mais en tout cas, on peut rester en contact, puisque maintenant, le téléphone est partout, avec les personnes qu'on rencontre. Et ça leur apporte beaucoup de chaleur quand je rappelle, quand je donne des nouvelles, ou quand moi-même, j'appelle pour en avoir, quand je suis très inquiète, quand, par exemple, tout à coup, un contexte devient encore plus furieux. Il y a cette histoire très touchante que vous racontez dans le livre Mariupol, de cette famille qui a une fille à Strasbourg. Et vous pouvez, vous, à un moment, trouver du réseau pour appeler la fille à Strasbourg et filmer. Enfin, elle vous envoie une vidéo WhatsApp où elle dit à ses parents « Je vous aime et je suis tellement heureuse de savoir que vous êtes en vie ». Oui, et là c'est vraiment le symbole de l'utilité de notre métier. Quelquefois, ça existe aussi, puisque là, en pleine guerre, dans une ville qui s'appelle Mariupol, et qui est vraiment entre les feux ukrainiens et russes, je me retrouve là au milieu. Il y a une dame qui nous entend parler français, moi avec mon caméraman, et elle vient vers nous et elle nous dit, avec quelques mots de français mais en russe, en mélangeant les deux, mais ma fille habite Strasbourg, dites-lui que je suis en vie, dites-lui que tout va bien. Si vous pouvez l'appeler, elle nous donne un numéro de téléphone. Alors bien sûr, en sortant de la zone, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de réseau, on ne pouvait pas appeler, mais on a appelé plus tard en rentrant à l'hôtel. On arrive à contacter sa fille et on lui dit on a rencontré votre maman, elle veut absolument vous dire qu'elle est en vie, qu'elle va bien, même si la situation est dure. Et voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Et sa fille, au téléphone, pleure, parce qu'elle pensait depuis quelques jours qu'on n'avait pas de nouvelles. Mariupol était vraiment un cœur de guerre inaccessible. Elle pensait que sa maman était morte, puisqu'on disait qu'il y avait énormément de morts à Mariupol et que la guerre était intense, ce qui était vrai. Et voilà, donc ce lien a pu être fait grâce à nous, grâce à notre caméra, grâce à notre téléphone. Et après, donc, j'ai revu cette dame, puisque je suis retournée à Mariupol plusieurs fois. Et donc, je lui ai fait passer le message de sa fille. Et j'ai trouvé ce moment-là tellement fort humainement, tellement savoureux aussi, puisqu'on apportait un peu de bonheur dans ces rues où il n'y avait que des croix et des corps par terre. Là, c'est vraiment la phrase de l'évêque qui se réalise, la communion dans la communication. Tout à fait. Peut-être, j'ai une dernière question sur ce retour. Est-ce que la vie ordinaire paraît fade quand on a vécu de tels événements? Est-ce que ça paraît fade ou au contraire, est-ce qu'on est soulagé de retrouver l'ordinaire des jours? Ça fait du bien de revenir, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'intensité comme ça, physique, émotionnelle, et en état de danger potentiel trop longtemps, parce qu'on y perdrait ses forces, voire son état d'esprit, voire son recul sur les événements. Donc on se mettrait en risque peut-être encore plus. Donc ça fait du bien de revenir, ça fait du bien de pouvoir marcher dans la rue sans se dire quelqu'un me suit, ou attention, derrière cette maison il y a peut-être quelqu'un qui se cache avec une Kalachnikov. Donc ça, bien sûr que ce sont des moments que j'apprécie, et il me faut toujours 1 ou 2 jours d'ailleurs pour arriver à revivre un peu normalement. Vous perdez jamais le sommeil?
Je ne l'ai jamais vraiment le sommeil. Donc, vous ne devez pas beaucoup dormir quand vous êtes menacé d'un bombardement. Oui, mais je fais avec et en tout cas je l'accepte. Mais tout ça pour dire que voilà, la vie ordinaire, normale, ne me paraît pas fade pour autant. La vie ordinaire est faite de moments très forts aussi. Et la foi que j'ai me donne aussi des forces à voir aussi la détresse autour de nous, parce qu'elle existe aussi autour de nous, et la douleur existe aussi dans nos vies. C'est une autre forme de douleur. Alors nous allons passer au dernier mot qui peut-être nous permettra de vous entendre plus parler de cette foi dont vous parlez. Et ce dernier mot, c'est espoir. L'espoir, c'est vraiment je crois, le mot que je préfère. Espoir, espérance. Espérance a un côté plus spirituel, plus religieux, mais je vis en moi avec l'espoir toujours. Avec l'espoir que la situation va s'arranger, avec l'espoir que dans chaque être humain, il y a une part sombre, une part positive, une part négative, mais voilà, je ne fais pas ce métier pour être un juge, pour être quelqu'un qui va penser que telle situation est meilleure que l'autre et que je dois raconter ça plus qu'autre chose. Non, je vis toujours avec l'espoir que il y a de l'humanité partout, même dans les contextes de guerre les plus horribles, même parmi les contextes de barbarie atroces, comme par exemple au Kivu, comme on l'a vu sur cet extrait de reportage. Je pense que ça fait partie de la foi aussi, l'espoir. Même si Jésus a douté, les moments de doute, finalement, sont balayés par cet espoir qui revient toujours. On vous voit prier plusieurs fois. En tout cas, dans les livres, ça revient, que vous priez. Les gens vous voient prier. Ce Charles d'Anjou qui vous accompagne vous voit prier. Qu'est-ce que vous faites quand vous priez ? En général, je prie quand je suis seule, hein, comme souvent. Le soir, le matin, enfin quand j'en ai besoin, quand j'en éprouve le besoin, mais j'ai toujours mon chapelet avec moi quand je pars en mission et je le garde dans ma poche ou dans mon petit sac à dos et je le sors et je le presse dans ma main et je fais ma prière ou je pense très fort à quelqu'un ou à quelque chose et j'ai besoin de ce lien au divin, de ce lien à Dieu. Ma foi fait vraiment partie de moi et quand je pars en mission, je ne me construis pas un autre personnage, je ne suis pas le reporter de guerre invincible, je reste avec ma faiblesse, ma sensibilité et ma foi est là et ma foi me soutient, ma foi m'aide. Cela n'empêche pas d'avoir des moments où l'on doute ou des moments où l'on se sent faible, des moments où l'on se sent sans force. Mais la prière m'aide beaucoup, fait partie de ma vie. Et toujours ce même évêque m'avait dit celui qui ne prie pas, il est foutu. Et ça, vous l'avez expérimenté ? C'est presque naturel chez moi, la prière, depuis toujours. Donc la prière vous donne une force, la force de la présence de Dieu dans cette détresse infinie ? Me donne une force, mais pas seulement. Elle crée un lien avec l'au-delà, avec le divin. La prière est d'abord faite pour créer un lien. Quand on ne sait plus où on est, quand on ne sait plus quoi penser, on prie. Et encore une fois, la foi, c'est ce qu'on ressent. C'est la preuve de l'existence de ce qui ne se voit pas. Et quand ça ne se voit pas, on parle à quelqu'un. On essaie de trouver un lien avec quelqu'un. On essaie de trouver un lien avec l'au-delà, avec la force divine. Donc quand vous dites, tout à l'heure, vous nous disiez la mort, ce sera le moment venu, un moment que Dieu aura décidé. Pour vous, la mort, c'est voir le visage de celui à qui vous avez parlé tout au long de votre vie, avec qui vous avez été en lien par la prière tout au long de votre vie ? Oui, en même temps, la mort, c'est aussi la mort terrestre. J'ai vécu la mort de maman, puisque je l'ai suivie jusqu'à son dernier souffle. C'était ma volonté.
il y a 5 ans. Et donc, je sais ce que c'est de vivre une année de souffrance en période finale de maladie d'Alzheimer. Et j'ai arrêté mon travail pendant 1 an pour rester avec maman, pour justement qu'elle ne soit pas seule dans la mort. Et donc, je l'ai vue de près, cette mort, même si je la vois dans les théâtres de guerre, voir des corps mutilés, voir des corps sur le trottoir qui ont été victimes de bombardements, de tirs. C'est une chose, voir la mort de sa propre maman en face. Je pense que c'est ce qui a le plus dur dans la vie. Et la foi, à ce moment-là, est là, parce que comment vivre autrement ? Ça donne un sens à ma vie, et ça a donné un sens à sa vie et à sa mort. Vous sentez sa présence encore aujourd'hui ? Toujours. Oui. Donc ce lien demeure. Toujours. Oui. Elle est toujours là. Toujours. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de cette émission. Je vous rejoins tout de suite. Je rappelle que nous sommes dans Lumière intérieure avec Liseron Boudoul, grand reporter, qui nous a beaucoup émus. Merci beaucoup. Liseron Boudoul, comment est-ce que vous avez vécu ce moment des mots ? En fait, quand j'évoque cet épisode qui a été dur, une fin de vie avec sa propre mère, je pense que c'est dur pour tout le monde, pas seulement pour moi. Mais j'ai toujours en tête ce dernier regard, et à travers ce dernier regard, ce dernier souffle, j'ai senti qu'elle me faisait aussi passer un message. Continue, continue, et sois forte. Ça ne veut pas dire ne pas être doux. Voilà, on peut être fort et doux en même temps, et être sensible aux douleurs des autres et recevoir l'émotion des autres. Je trouve que c'est ce qui fait un peu la chaleur d'un reportage aussi, quand on arrive à faire passer l'émotion des autres, au-delà de sa propre narration. Et donc voilà, ma mère, c'est ma lumière intérieure. Ça correspond bien à votre émission. Ah oui. Mais c'est vraiment ça. De quelle manière est-elle votre lumière intérieure ? Parce qu'elle m'a apporté cette foi déjà. Elle était très croyante, maman. Et, donc elle m'a transmis ça. Elle m'a transmis les valeurs d'amour, de fraternité, de regard sur les autres, sans jugement, d'acceptation de la différence. Et voilà, elle m'a nourrie, et ces valeurs sont si importantes pour moi, si belles, que je fais en sorte d'essayer de les vivre, de les transmettre aussi. Et mes frères et moi, qui sommes très proches, on vit toujours avec ces belles valeurs que nous ont transmises nos parents. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la force de la vie, quoi, de transmettre les valeurs qu'on a. Et vous les transmettez à nous aujourd'hui. Il y avait une question sur laquelle j'aurais bien voulu qu'on achève cet entretien. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui vous dirait moi, on entend beaucoup cette phrase, moi j'ai vu trop de souffrance dans le monde, il y a trop de malheur, trop de guerre, Dieu n'existe pas. On entend souvent ça. Et vous qui avez vraiment vu de vos yeux et traversé des champs en ruine, de batailles et des villes dévastées, vous n'avez pas perdu la foi. Donc qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui disent Dieu ne peut pas exister, il y a trop de souffrance, trop de guerre? Quitte à croire ou ne pas croire, je préfère croire, vivre comme si Dieu existait de toute façon. C'est beaucoup plus beau, ça donne un sens à ma vie. Mais les horreurs de ce monde ne sont pas créées par Dieu. Par Dieu, oui. Elles sont créées par les êtres humains. Et on se demande d'ailleurs si, quelquefois, on ne va pas toujours plus dans le déclin et dans l'horreur. On se pose des questions, bien sûr. Mais même quand on se pose ces questions, il y a cette force intérieure, cet espoir, cette espérance qui est là et qui vous fait dire il faut croire malgré tout, quoi. Malgré tout, je crois, et malgré tout, cette vie n'est qu'un passage. Or certes, ce passage est quelquefois douloureux,
et on y voit des souffrances extrêmes, mais cela ne doit pas empêcher pour autant de croire que le meilleur est toujours possible et que finalement, il y a une force au-dessus de nous qui aimerait qu'on vive autrement. Et partout dans les théâtres de guerre que j'ai couverts, partout, j'ai toujours trouvé des petites perles d'humanité. C'est ce qui me fait toujours croire que Dieu est là et qu'au-delà des souffrances, au-delà des périodes terribles que vivent par exemple les Gazaouis en ce moment, je me pose souvent cette question, je me dis mais ce peuple-là qui est extrêmement croyant, je suis allée plusieurs fois à Gaza, malheureusement pas cette guerre puisqu'on nous empêche de la couvrir, mais comment ils doivent réagir, sachant qu'ils sont bombardés, affamés, assoiffés, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? J'aimerais bien aller leur poser la question. Peut-être un jour je pourrais aller leur poser la question. Mais en tout cas, on est plusieurs dans le monde, des centaines, peut-être des milliers, des millions à prier pour eux. Oui. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose malgré tout qui existe. Encore une fois. La foi, c'est la preuve de l'existence de ce qui ne se voit pas. C'est ce qui se ressent. Et les souffrances n'empêchent pas le ressenti. Les horreurs n'empêchent pas le ressenti de quelque chose de plus beau, de plus fort que nous. Et pour vous, ce quelqu'un a un visage ? Ce quelqu'un, cette force, vous diriez qu'elle a un visage pour vous ? La force divine. Vous faites le signe de croix devant... Oui, ça m'arrive souvent. Ouais. Oui, ça m'arrive souvent, même en mission. Alors quelquefois, je me cache un peu parce que ça peut être mal perçu. Ouais. Mais même avec les talibans, qui sont quand même des islamistes radicaux, finalement, on a réussi à parler religion. Ouais. Parce que je leur ai dit, mais moi, je vous respecte parce que vous êtes des croyants. Respectez-moi aussi parce que moi, je crois aussi. On a peut-être le même Dieu, d'ailleurs. Merci beaucoup, Lise Ramboudoul, de nous avoir fait voyager, de nous avoir émus. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Lise Ramboudoul.